BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. On est en équipe pour répondre à vos questions sur le Bitcoin qui a dépassé les 90 000 $. Bonjour Amaury de Tonquédec. Bonjour Lorraine, bonjour. Notre journaliste crypto là en plateau avec Enzo. Allô, bonjour Enzo. Bonjour Lorraine. Vous êtes président de cryptopatrimoine.fr. Avec vous, on fait le point sur l'élection de Donald Trump. Donald Trump qui souhaite faire des États-Unis un pays amical aux cryptos pour traduire l'expression crypto-friendly. Racontez-nous très concrètement comment ça pourrait se matérialiser. C'est, je pense, déjà par la réglementation qu'il souhaite en partie assouplir. Alors sa grande idée, c'était de se débarrasser, entre guillemets, de Gary Gensler, qui est donc le président de la banque, en tout cas monétaire américaine. L'AMF américain. C'est ça, voilà. L'AMF américain. Et donc, bon, alors après, à voir, en tout cas, s'il a les pleins pouvoirs, pour l'instant, on verra ce qu'il peut faire exactement. Mais effectivement, il souhaite pouvoir faire des États-Unis un pays propice au développement du secteur d'une manière générale, soit par de l'énergie assez peu coûteuse, puisqu'en fait Trump et sa politique énergétique, qui justement fait grandement débat, fait qu'on a de l'énergie peu chère, qui est la charge principale des mineurs de Bitcoin. Donc pourrait faire que le pays devienne un peu plus intéressant, notamment à ce niveau-là. Bon, donc ça c'est un premier projet. Il pourrait y avoir beaucoup de choses en fonction de qui vous êtes, investisseur en crypto particulier, personne qui croit à l'architecture Web3 et tout ce qui pourrait devenir une industrie robuste, Amaury. En fait, oui, c'est globalement bon pour l'écosystème crypto d'une manière générale. Si on est investisseur, c'est bien parce que Trump a quand même un programme, on va dire, assez libertarien. C'est quand même l'idéologie qu'il y a derrière le Bitcoin et le Web3 en général. Comme toute technologie émergente, c'est important d'avoir un cadre réglementaire flexible pour pouvoir se développer. C'est là où... C'est en ce sens que pousse Donald Trump. C'est vrai que vous l'avez dit, Lorraine, et aussi Enzo, il voudrait se débarrasser, entre guillemets, de Gary Gensler. Je pense que c'est d'ailleurs certainement une promesse qu'il est quasiment sûr de tenir à coup sûr. C'est quand même très probable que Gary Gensler ne soit pas là, en tout cas à la fin de l'année 2025, parce qu'il avait quand même pas mal freiné, il a quand même traîné des pieds. On dit, bon, il y a les ETF qui sont passés en début d'année, mais les premières demandes d'ETF avaient été faites il y a plus de 10 ans, notamment par les frères Winklevoss. Donc, en réalité, il avait pas mal mis le frein là-dessus. Clairement. Et c'est aussi bon si on est un entrepreneur crypto aux États-Unis, parce qu'évidemment, si on a un cadre législatif plus flexible, aussi, si on est mineur de Bitcoin, effectivement, on aura une énergie moins chère. C'est positif pour tout le monde, pour les investisseurs et aussi pour les fameux builders, entre guillemets, ceux qui sont acteurs de cet écosystème. Oui, une énergie moins chère et puis surtout peut-être moins pollueuse. On a fait un petit appel à témoins sur LinkedIn en début de semaine et je voudrais aborder, même si ce n'est pas forcément ce qu'on avait prévu, cet aspect peut-être écologie du Bitcoin. Beaucoup de gens qui ne sont pas forcément investis en Bitcoin sont très sceptiques de l'impact énergétique, de l'impact écologique du Bitcoin, notamment Antoine qui nous suit et qu'on salue. Est-ce que c'est l'élément sur lequel qu'on peut vraiment identifier comme le talon d'Achille du Bitcoin? Oui, je pense très clairement aujourd'hui, toutes les remarques que j'ai en général moi avec nos clients, c'est en fait quand on souhaite avoir une proportion RSE, donc tout ce qui est lié à la responsabilité sociétale des entreprises ou une impact écologique, effectivement, au premier abord, on peut se dire que Bitcoin n'est pas la meilleure solution puisque c'est des quantités assez astronomiques d'énergie qui sont utilisées pour sécuriser le réseau. En revanche, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que si on compare Bitcoin à une banque, effectivement, Bitcoin a peu de sens et va beaucoup polluer. Si on compare par contre Bitcoin à ce qui peut être comparé soit à l'industrie bancaire d'une manière générale, Bitcoin consomme moins que juste les personnes qui se rendent au travail, donc les employés salariés des banques dans le monde qui se rendent au travail. Donc voilà, aujourd'hui, on ne peut pas avoir soit les banques, soit Bitcoin, mais il y a des arguments pour et contre. Et aujourd'hui, il y a aussi un énorme effort qui est fait de par les mineurs d'utiliser de l'énergie renouvelable ou de l'énergie verte, puisqu'effectivement, ça serait un peu une dichotomie de se dire qu'on va vers une monnaie du futur, en gros, qu'on voudrait utiliser dans le futur, mais qu'en même temps, elle pollue. On ne peut pas avoir ces deux choses, ça n'a pas de sens. Donc il y a un effort qui est fait assez fort de la part des acteurs. Bon, quelques chiffres pour qu'on comprenne où on en est. Bitcoin a dépassé la barre symbolique des 90 000 officiellement il y a quelques heures. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme chiffre symbolique côté volume? Côté volume, alors déjà, il y a la market cap qui a dépassé aujourd'hui les 3 000 milliards. Ça fait presque longtemps qu'on n'avait pas eu ça. C'est même pratiquement historique et c'est pratiquement 750 milliards en 10 jours d'augmentation de market cap. Donc c'est presque
un tiers. Si on prend un peu moins, on va dire 2/5 de la market cap qui a été injectée en l'espace de 10 jours. Donc c'est absolument énorme. Les performances sont assez fortes. Il faut s'attendre à ce que le soufflet retombe, bien entendu. Donc tous ceux qui aujourd'hui se précipitent en essayant de rattraper des couteaux qui tombent, c'est probablement peut-être pas la bonne solution. Vous aviez un petit peu le temps avant. Aujourd'hui, maintenant, va juste falloir attendre. Même si, je le rappelle, c'est quelque chose que j'aime bien dire quand même. À chaque fois que Bitcoin bat un nouveau record, comme vous venez de le dire, Lorraine, en fait, personne a perdu d'argent en investissant dans Bitcoin s'ils n'ont pas vendu. Oui, c'est-à-dire, sauf ceux qui ont vendu en panique. C'est ça. Et malheureusement, c'est 75% des épargnants qui vendent dans la panique. C'est encore un sujet, donc il y a encore pas mal de choses à faire à ce niveau-là. C'est un chiffre France ou un chiffre monde, ça ? France. Donc, le seul moyen, je veux dire, quand on a commencé à faire investir des clients en 2017, en 2021, qui sont rentrés très haut et qui ensuite... on subit un peu les grandes pertes qui arrivent régulièrement sur Bitcoin. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était attendre pour revenir à des points plus intéressants et éventuellement voir ce qu'ils peuvent en faire. Mais vous mettez le doigt sur le sujet sensible, pardon, et est-ce que c'est pas l'autre talon d'Achille des cryptos ? Il y a 6,5 millions de Français, plutôt de Français d'ailleurs, à 70% que de Françaises, qui sont investis en crypto. C'est plus que le nombre de Français et de Françaises investis en actions, qui est autour de 4,5 millions. Donc ça nous dit quand même quelque chose du profil de l'investisseur crypto, qui est moins, éduqué financièrement, peut-être que l'investisseur action plus classique. Et donc justement, on le sait, le marché est extrêmement volatile. Donc vous dites, sauf pour ceux qui ont vendu dans la panique, enfin on pense à tous ceux qui ont vendu dans la panique et qui ont perdu leurs investissements par manque d'éducation. Est-ce que ça n'est pas inquiétant quand on voit que Coinbase est l'application la plus téléchargée aux États-Unis aujourd'hui, côté finance sur l'App Store, de voir tous ces gens qui se rallient, qui se rushent, qui se précipitent sur les investissements crypto sans forcément avoir pris un peu de temps pour se documenter et qui vont aller miser de l'argent sans éducation financière en se disant vous nous citiez le patron de la Banque de France qui disait ok, les cryptos ça existe, mais c'est pour les investisseurs aguerris et c'est pour la partie de votre patrimoine que vous êtes prêt à piler, à perdre. Comment on fait un peu d'éducation financière dans ce contexte ? Clairement, la base, Lorraine, de toute manière, c'est qu'il ne faut pas investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ça vaut pour n'importe quel investissement. Il se trouve que les cryptos, c'est un nouveau mode d'investissement émergent qui peut attirer parce qu'il peut y avoir des profits records en un temps record. Mais s'il peut y avoir des profits records en un temps record, c'est parce qu'aussi on peut avoir des pertes records en un temps record. Et c'est cette volatilité-là qui, paradoxalement, permet de faire des profits. Maintenant, pour s'investir dans ce marché, c'est intéressant, mais il faut le connaître un minimum. Petite statistique, typiquement, sur les 4 dernières années, si on avait acheté du Bitcoin, mais n'importe quand, c'est-à-dire même au record des 69 000 $ de 2021, si on tenait sa position au moins 4 ans, la pire performance, c'était plus 140%. Donc, ce qui prouve que le Bitcoin, là, depuis sa création, la tendance est clairement haussière, mais effectivement, ça se fait avec des plus bas, avec des plus hauts. Donc si on achète du Bitcoin aujourd'hui, il faut accepter d'avoir une forte volatilité à la hausse comme à la baisse dans son portefeuille et il faut être prêt, il faut ne pas avoir besoin de cet argent. Typiquement, moi, quelqu'un qui me dit « Bon, je suis prêt à mettre dans le Bitcoin, mais j'ai besoin de cet argent dans 6 mois sûr. » Faut pas y aller. Par contre, si vous êtes long terme, effectivement, il y a une tendance haussière au niveau du Bitcoin. Là, a priori, c'est parti pour monter, pour qu'on aille encore dans des plus hauts dans les mois qui viennent. Par contre, il n'y a aucune garantie là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller si typiquement on pense... On a besoin de l'argent. Voilà, si on a besoin d'argent et qu'on vend pendant qu'on est en perte latente. Une perte latente, c'est que on vend en dessous du prix d'achat. Effectivement, c'est pas une très bonne opération. Donc, Nicolas nous suit sur LinkedIn. Il nous écrit que sur une durée supérieure à 5 ans, quasiment tous les gestionnaires de fonds de Wall Street ont obtenu des résultats inférieurs aux Bitcoiners qui ont juste obtenu et hold du Bitcoin. Alors, il nous cite le cas d'étudiants, de taxis, d'artisans de retraités qui ont tous surpassé les performances des professionnels de la finance et sans frais. Est-ce que c'est vrai cette dimension? Oui, c'est bien possible. Alors sans frais, il y a des frais de trading si vous voulez. Il y a toujours des frais, mais ça va être des frais de transaction ou des frais qui vont être liés directement au fonctionnement de la technologie de la blockchain, qui est la technologie sous-jacente à Bitcoin. Mais non, de manière générale, c'est justement l'intérêt, c'est que ça ne coûte très peu cher comparé à la manière dont vous allez acheter des stocks, des actions, des obligues, des fonds, etc. Parce qu'également, vous allez le faire généralement un peu plus tout seul. Ouais. Donc, vous n'avez pas d'intermédiaire, de conseiller en gestion de patrimoine ou de banque qui va venir vous prendre quelques frais au passage. Donc, oui, mais tout seul, ça veut dire aussi sans conseil. On peut vouloir payer du conseil, c'est normal. On peut payer du conseil, on peut payer de la formation, on peut payer plein de choses, effectivement, pour être bien sûr de faire un investissement qui a du sens par rapport à... En fait, chaque profil d'investisseur est
absolument important à bien connaître. On doit se connaître, donc connais-toi toi-même sur ton profil investisseur. C'est quel est mon horizon d'investissement, quel risque je suis prêt à prendre. Je veux dire, il y a plein de choses à vérifier. Et donc, quand vous passez par des services qui vont vous faire du conseil comme ça, forcément, ça va vous coûter un peu plus cher, plutôt que vous dire j'achète un peu de Bitcoin. Mais l'intérêt, par contre, c'est qu'à partir de 5 €, vous pouvez acheter du Bitcoin. On en parlait en début d'émission. On sait l'intérêt des investisseurs pour les ETF. Justement, l'ETF Bitcoin de BlackRock a dépassé, les encours ont dépassé celui de l'ETF de référence sur l'or. Les ETF sont principalement émis ou en tout cas gérés par des opérateurs américains. Est-ce que c'est pas un autre talon d'Achille de l'investisseur Bitcoin français de devoir dépendre autant d'infrastructures américaines pour être investi en Bitcoin? Amaury, Enzo, peut-être pour conclure sur ce sujet. Alors oui, bien sûr, il y a en fait les ETF Bitcoin Spot n'existent pas en France et en Europe parce que c'est pour des questions de réglementation. Parce qu'en France et en Europe, il faut qu'il y ait une obligation de diversification, il faut qu'il y ait plusieurs sous-jacents en dessous, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où il peut y avoir un seul sous-jacent. Maintenant, on en est parlé. Il y a aussi d'autres produits un peu plus complexes qui sont des ETP. On peut aussi évidemment acheter du Bitcoin en direct. Et il y a aussi des fonds qui proposent de s'exposer à des actions qui typiquement détiennent, sont indexées, on va dire, au prix du Bitcoin, et ce qui permet indirectement d'être exposé à ce marché sans en avoir les risques systémiques. On pense évidemment à MicroStrategy qui bat des records historiques en bourse. Typiquement, acheter du MicroStrategy, on peut le faire depuis la France et l'Europe. Et honnêtement, ça peut être une sorte d'ETF Bitcoin. C'est ça, c'est presque une sorte d'ETF Bitcoin, quoi. Donc, et puis le fait qu'il y ait des ETF aux États-Unis, c'est positif parce que ça met un gros coup de projecteur sur le Bitcoin et les cryptoactifs. Ça fait bouger les lignes, même en France. On l'a vu, Lorraine, vous l'avez dit, avec François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui petit à petit se rapproche d'une acceptation, entre guillemets. Je trouve que vous avez une lecture très conciliante de ce qu'il a dit. Ah, mais ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'au début, c'était une critique en mode c'est dangereux, ça ne doit pas exister. Maintenant, il le tolère en tant qu'actif. Il dit que c'est un actif risqué, ce qui est vrai. On ne va pas dire le contraire. Mais il tolère ce genre d'actif et il dit alors n'investissez dessus que si vous comprenez cet actif-là. Mais c'est pareil pour tous les actifs, donc moi, ça ne me choque pas du tout. Enzo, le mot de la fin, parce qu'on est au bout du temps imparti. La prochaine deadline qui pourrait déclencher des mouvements ou des encore plus grands mouvements sur le Bitcoin, c'est laquelle selon vous? Le chiffre de l'inflation, je pense, américaine, on a eu pas mal de modifications là, au niveau du gouvernement et beaucoup de choses qui sont en train de s'implémenter. Lequel? Parce qu'il y en a eu un hier qui n'a pas fait bouger trop de choses. Non, celui, à mon avis, le prochain, c'est le temps. Alors peut-être même les chiffres de fin d'année, c'est-à-dire que la politique de Trump est malheureusement, d'après les spécialistes, plutôt inflationniste, alors que lui visait une déflation et c'était un peu son cheval de bataille pendant toutes ces élections. Donc, à voir un petit peu comment il va se débrouiller. En tout cas, c'est ce qu'il pourrait faire. Aujourd'hui, la statistique que je regarde, moi, c'est la volatilité implicite sur Bitcoin à 30 jours, c'est-à-dire la proportion d'avoir de forts écarts de variation sur le prix de Bitcoin futur. Et aujourd'hui, elle a pris, si je ne vous dis pas de bêtises, pratiquement 50% en un mois et est aujourd'hui à plus de 60%, 65% en regardant ce matin. Ouais. Ça signifie qu'il va y avoir des gros mouvements, à la hausse ou à la baisse. Ouais. On va le savoir bientôt. Merci beaucoup à tous les deux pour cette analyse à chaud. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le Bitcoin au-dessus de 90 000 $? Que vous soyez investi ou pas, que vous considériez le Bitcoin comme une classe d'actifs comme les autres ou pas, c'est intéressant. Regardez ce que le gouverneur de la Banque de France a dit hier ou avant-hier, c'est intéressant, ça nous éclaire. Merci beaucoup Amaury. On vous retrouve d'ailleurs demain pour votre édito crypto. On finira la semaine avec vous. Merci Enzo, on vous retrouve très prochainement. Je vous rappelle que Tout pour investir l'événement, c'est mercredi prochain. Les cryptos et la place des cryptos dans la location d'actifs sera un des sujets d'une conférence que nous organiserons au pavillon d'Armenonville mercredi après-midi prochain. À suivre, on finit avec un petit mot de private equity.